Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décrypter l'Afrique, la quotidienne, numéro un peu spécial en ce week-end de forte actualité politique sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Décrypter l'Afrique, la quotidienne est comme toujours à retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Vox Africa et en Afrique et également en Europe. Merci d'être avec nous et ne l'oubliez pas, vous pouvez nous suivre, vous pouvez également nous suivre sur nos comptes TikTok et Facebook dont les liens sont en description si vous nous regardez sur YouTube. Au sommaire de cette édition spéciale, samedi 11 octobre, ce devait être donc le jour J de la marche du Front commun de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais dès hier, cette marche de protestation pacifique a été interdite par le préfet d'Abidjan. On s'y attendait évidemment et le dispositif aujourd'hui, le dispositif sécuritaire déployé n'a pas permis à l'opposition de marcher pour protester contre la volonté du président sortant Alassane Ouattara de briguer un quatrième mandat à la tête du pays. Alassane Ouattara, donc quatrième mandat que cette opposition considère comme inconstitutionnel. Toutefois, des soulèvements ont été signalés dans certaines communes du district d'Abidjan comme à Yopougon et même à Blocos, et aussi au carrefour Saint-Jean dans la commune de Cocody où vit le président Alassane Ouattara. Et également, on peut citer Koumassi, faubourg d'Abidjan, où des incidents ont été signalés au carrefour Saint-Jean, on l'avait déjà dit, mais aussi à Koupé, à Dzobé, à Ferry, Dabou, Ganois, Ouragayo et Sikensi, Agboville, je cite pêle-mêle certains arrondissements et certaines localités concernées. Donc on va revenir longuement sur cette journée cruciale dans quelques instants avec Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef de RFI et producteur de cette émission, avec M. San Agtoung Blanc, entrepreneur et chroniqueur. À distance, le porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Bredoumi, sera également avec nous, et le chroniqueur Jean-Yves Doué. Nous parlerons aussi de Madagascar, la grande île qui est secouée depuis des jours par une mobilisation populaire inédite de la jeunesse malgache contre les élites et contre le pouvoir d'Ange Razoel. Et on vient d'assister à un épisode probablement décisif de cette révolte puisque les militaires viennent de rejoindre les manifestants et une unité de l'armée appelle à la désobéissance pour protéger les civils. On l'évoquera avec Norbert Navarro également sur ce plateau. Voilà pour le sommaire de cette édition. C'est parti. L'actualité importante de ce samedi, c'est donc cette marche du Front commun de l'opposition regroupant le PPACI et le PDCI qui était à Abidjan ce 11 octobre, donc, qui était prévu à Abidjan ainsi que dans plusieurs villes du pays. Une journée surtout marquée par un dispositif policier exceptionnel et des violences contre les manifestants qui ont osé braver l'interdiction de la marche. Alors la journée n'est pas encore terminée en Côte d'Ivoire, bien sûr, et il est encore trop tôt pour dresser un bilan complet de cette journée d'affrontement, notamment, et de protestation à pile 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Toutefois, l'événement étant d'importance, nous allons à chaud tenter d'en tirer les premiers enseignements, d'en décrypter l'Afrique. La quotidienne, je suis en compagnie de Norbert Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef de RFI et également producteur de cette émission. Bonsoir Norbert. Bonsoir Fabrice. Également sur ce plateau, M. San Agtoung Blanc. Bonsoir Fabrice. Merci de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie pour cette édition spéciale. Vous êtes chroniqueur et entrepreneur. À distance, nous sommes avec Jean-Yves Doué. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Monsieur Doué, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir Fabrice. Merci de nous rejoindre aussi à distance pour parler de la Côte d'Ivoire et de l'actualité donc de ce 11 octobre. Monsieur Doué, chroniqueur, et également en visioconférence, nous sommes avec le porte-parole principal du PDCI RDA, l'ancien parti unique ivoirien créé par Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes avec Soumaïla Bredoumi. Bonsoir Monsieur Bredoumi. Bonsoir Fabrice. Merci. Alors, merci à tous les quatre d'avoir accepté d'être ici pour débriefer cette journée
ô combien importante. Alors tout de suite, d'abord, les premiers enseignements, j'aimerais me tourner vers toi, Norbert, Norbert Navarro, pour parler des premiers enseignements de cette journée de protestation en Côte d'Ivoire. On a vu circuler énormément d'images, on va en diffuser quelques-unes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le régime du président Ouattara était prêt à faire face à l'opposition, Norbert. Ah oui, oui, ça c'est incontestable. Le dispositif sécuritaire déployé, en tout cas à Abidjan, était sans faille. Et ma foi, bon, il a été organisé de façon à étouffer dans l'œuf toute tentative de regroupement, ce qui a permis assez rapidement, dans le courant de la journée, au ministre de l'Intérieur de signaler que bon, bah, il y avait eu un peu plus de 200 arrestations. En clair, que ça n'était pas grand-chose. Donc c'est vrai, le régime était prêt. Mais moi, mon impression, c'est que l'opposition aussi était prête et que probablement tous les incidents qui ont été signalés, en tout cas à Abidjan, mais pas que, n'avaient peut-être pas été prévus, en tout cas dans leur ampleur, par le régime. Et le résultat, au moment où nous parlons, c'est que ces manifestations sporadiques de l'opposition, dans tous les endroits que tu as évoqués, Fabrice, ont éclipsé purement et simplement le premier meeting de campagne du président Alassane Ouattara, qui se tenait à Daloa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les boucles, sur les réseaux sociaux, entre nous, on ne parlait que de ce que faisait l'opposition, et l'opposition qui était empêchée, avec quelquefois des débordements très choquants, comme on va le voir dans un moment. Donc, de ce point de vue, si je pouvais me permettre, si tu m'y autorisais, Fabrice, une expression un peu triviale, je dirais qu'aujourd'hui, l'opposition a réussi à pourrir l'entrée en campagne d'Alassane Ouattara. D'autant plus qu'il faisait donc ce meeting dans un fief traditionnel de Laurent Gbagbo et que la pluie, les intempéries ont réussi aussi à s'y mêler et à perturber donc ce meeting d'entrée en campagne. Je me tourne vers vous, Soumaïla Breddoumi. Soumaïla Breddoumi, porte-parole du PDCI RDA. Alors, quelle est votre réaction plutôt au terme de cette journée? Merci beaucoup. Je pense que la première réaction, c'est d'abord confirmer ce que nous avons toujours dit, le manque de démocratie, de liberté d'expression en Côte d'Ivoire sous le régime du RDR. Et voyez-vous, c'est le préfet d'Abidjan qui prend un arrêté préfectoral pour interdire des manifestations, une marche, en violation des droits constitutionnels du peuple. Ça n'a jamais été vu. On peut l'encadrer, on peut le différer, on l'a différé plusieurs fois, mais on ne peut pas prendre un arrêté pour interdire. Donc ça, c'est le caractère le plus antidémocratique qu'on a vu dans un premier temps. Le deuxième élément, c'est l'aspect barbare de tout ce qui a été fait. On a déployé toute la police et la gendarmerie pour empêcher les Ivoiriens de marcher. Mais non seulement on ne les a pas empêchés, mais on les a molestés, on les a poursuivis. La marche devait se faire de l'hôtel Ivoire à Sokosé, sur le boulevard Latry, mais on a poursuivi des gens à Blocos, partout pour les étouffer. On a pris certains de nos militants, on les a molestés. Même la presse n'a pas été épargnée. Certains de vos collègues qui étaient là-bas ont été menacés, on leur a arraché leur appareil photo pour détruire toutes les images qu'ils ont faites. Pire, ils ont fait une discrimination parce que pour eux, tous ceux qui ont une coloration peau blanche, on les a laissés. Et malheureusement, certains reporters internationaux sont des Noirs. Donc ceux-là ont été pris à contre-pied. Donc voyez-vous, on est dans un régime qui s'enfonce de plus en plus dans l'autocratie. Et c'est ce qui amène tout cela. Et nous pensons que nous revendiquons des choses qui sont claires. Une liste électorale qui doit se refaire, une inclusivité des candidats, un audit de cette liste électorale et une campagne électorale propre. On n'est pas en campagne électorale parce qu'on est en plébiscite, en phase de plébiscite. Mais ce sera non seulement
est illégitime, mais ce ne sera pas accepté. Alors, Donc voilà les conséquences. Voilà. Oui, réaction cette fois-ci de Jean-Yves Doué, vous êtes avec nous également par la visioconférence. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle, de cette manifestation, cette journée qui était censée être une grande journée de mobilisation pour l'opposition et qui a donc été plutôt étouffée par les forces de l'ordre? Oui, Nobel a si bien dit tout à l'heure. On a eu aujourd'hui, depuis hier, donc, notamment le 10, on avait le lancement des campagnes électorales. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'était le lancement c'est-à-dire de tous les candidats, notamment le président Alassane Ouattara qui faisait son lancement. Mais ce lancement a été étouffé par cette marche-là. Donc, moi, je dirais que, au lieu que peut-être le gouvernement, à travers les forces de l'ordre, ait empêché cette marche-là de se dérouler, je crois que c'est plutôt l'opposition qui, à travers cette marche-là, a étouffé je vais dire le meeting le meeting du président Alassane Ouattara, ça c'est un. Mais ce que aussi je peux dire, c'est qu'on a eu un dispositif sécuritaire qui était vraiment impressionnant parce que c'est depuis la veille que ce dispositif sécuritaire a été mis en place, notamment depuis l'hôtel Ivoire jusqu'à Sokosé. Et donc tout le boulevard là, il était bondé de forces de l'ordre. Et donc malgré cela, cette opposition-là, qui, par moments, certains attendaient que les mots d'ordre viennent des leaders de l'opposition, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, donc les militants se sont constitués et puis ils ont quand même de leur côté manifesté, ils ont, dans leur quartier respectif, essayé quand même de faire entendre leur voix parce que à travers, normalement, déjà, on a une constitution en son article 20 qui garantit la liberté de manifestation. Voilà, et donc ils ont essayé de faire respecter cette constitution-là. Et donc en face, on a eu des forces de l'ordre qui, pour moi, n'ont pas été républicains dans le sens où, en fait, ils ont pourchassé, je vais dire, ils ont poursuivi des manifestants jusqu'à même aller rentrer dans des maisons. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes dans des maisons, sachant que la configuration, parce que ils étaient dans le Blocos qui est un village, je dirais, qui est un village ébouillé. Et lorsqu'on sait que dans nos villages, on a des coûts familiales. Donc, on a des personnes du troisième âge, on a aussi des nourrissons, on a tout le monde. Et donc, lorsque des jeunes, par exemple, qui sont en train de marcher et qui vont se réfugier dans ces maisons-là, moi, je trouve qu'il n'est pas décent pour des forces de l'ordre de tirer des gaz lacrymogènes dans ces maisons-là. Voilà. Et moi, pour moi, il y a eu quelques ratés concernant cette manifestation du côté des forces de l'ordre. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont à voir. Et ça démontre aujourd'hui, c'est-à-dire de tout ce qu'on reproche, de tout ce que l'opposition reproche plutôt à ce régime-là. Et donc, il y a eu pas mal de bavures. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça. En reparler, je reviens sur ce plateau avec vous, Monsieur San Atounglan. Oui. Est-ce que les violences qu'on a pu observer aujourd'hui sont de nature à renforcer la détermination de l'opposition ou est-ce qu'on va assister juste à une baisse en régime de cette mobilisation? Écoutez Fabrice, je dirais plutôt votre première proposition, ce qui concerne en fait d'accord une détermination. Alors, pourquoi je le dis? Depuis 2020, on n'a pas eu en fait d'accord ce type d'événement. Les élections précédentes en 2020, nous avions qu'il y avait sur la période du mois d'août et de septembre, il y avait déjà des échauffourées. Là, nous avions eu deux dates importantes, le 9 septembre et le 16 septembre, place Figaillou. Il y a eu 16 août, autant pour moi. Pardon. Il y a eu du monde, il y a eu effectivement des rassemblements. Donc, on se disait que l'opposition pouvait apporter une nouvelle énergie. Il y a eu des interdictions sur la date du 4. Écoutez, beaucoup de personnes se disaient que ces événements ne devaient pas avoir lieu. Parce que dès les premières heures, en fait, certains reporters, je me permettrai de citer un nom, M. Josias Assémon, qui était sur l'axe de l'hôtel Ivoire jusqu'à Sokosé. Il n'y avait personne, on va dire, à 7h GMT, il n'y avait personne.
il y avait un important dispositif en fait d'accord policier. Mais au fur et à mesure, on a vu les gens affluer. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le mental, c'est le psychologique. Il y a des gens qui se disent, on peut quand même affronter, d'accord, ces forces-là, on peut quand même manifester, parce que c'est un dispositif important. 44 000, d'accord, agents de force de l'ordre déployés. Mais nous avions vu que les forces de l'ordre ont quand même eu du fil à retordre. Il y a une situation assez compliquée, assez floue. Et comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, au niveau des interpellations, des hommes de médias ont été interpellés, d'accord, avec les derniers éléments dont je dispose. Des hommes de médias internationaux ont été interpellés, des confrères à vous. Et également, au niveau des méthodes d'interpellation, les méthodes ne sont pas vraiment comme on le souhaiterait. Mais je dirais, avant de boucler là, que c'est un coup de poker de la part de l'opposition, d'accord, de la part de l'opposition. Est-ce que ça sera une course de fond ou ça sera un 100 mètres? On retiendra que cette date, on attend les jours à venir, on pourra déterminer l'ampleur en tout cas de ce que l'opposition est en train de faire. J'aimerais qu'on réécoute M. Bredoumi à ce sujet, Norbert, peut-être avant. Non, c'est pas ça que c'est le charme du direct. Et oui. D'ailleurs, Décrypter l'Afrique, la quotidienne, est très fière d'organiser, là, pour l'occasion, son premier direct. On est en train d'essayer de se reconnecter avec l'honorable Bredoumi parce que la communication est perdue, donc c'est quelques minutes, Fabrice, et donc tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas j'espère. Oui, bien, en tout cas, Vincent fait des rappels qui sont très utiles. Et on se rend bien compte qu'effectivement, cette année, les choses se présentent vraiment différemment. Mais je pense aussi que moi, il y a une remarque qui me vient à l'esprit tout de suite au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment à Abidjan, et qu'on a commencé à voir sur l'antenne. Moi qui ai été sur place, correspondant des RFI entre 2008 et 2011 à Abidjan, le président s'appelait Laurent Gbagbo, essayez d'imaginer une demi-seconde ce que ça aurait été dans les médias, et dans les médias traditionnels, si les forces de l'ordre de Laurent Gbagbo, les forces de défense et de sécurité, les FDS, avait fait mais la moitié du quart de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et même dans la couverture internationale, on n'a pas l'impression que l'opinion internationale, du moins dans la presse qui s'intéresse à l'Afrique, soit absolument scandalisée ou horrifiée par ce qui se passe. Ah bah oui, mais enfin ça c'est jusqu'à présent. Maintenant, bon, les événements ne sont pas encore terminés, la journée n'est pas encore terminée à Abidjan. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, maintenant, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a eu un peu plus de 200 arrestations. Que vont devenir ces gens-là? Est-ce que la justice va passer d'une manière implacable? Parce qu'après tout, la justice, les juges, ils appliquent la loi, et puis des fois, l'addition est très lourde hein, pour les prévenus. Oui, la liberté d'expression foulée du pied, tout ça, mais il y en a qui vont dire qu'après tout, il se passe des fois des choses beaucoup plus graves, que par le passé, il s'est passé des choses beaucoup plus graves. Donc, je pense jusqu'à plus ample informé que cette journée marque quand même une inflexion. Il y a eu un avant et un après. On a vu de quoi était capable l'opposition le 9 août lorsqu'elle a manifesté. Tout en étant contrainte, ça a été une marée humaine dans les rues du Yopougon. Qu'est-ce que ça aurait donné si les forces de l'ordre n'avaient pas empêché les cortèges de rejoindre le cortège principal à Yopougon? Bon, aujourd'hui, ils ont tout cadenassé, tout verrouillé, mais pour ça, il a fallu qu'ils foulent du pied l'état de droit. Non, franchement, si ça avait été Laurent Gbagbo président, mais là, c'était n'importe quoi. Ça, c'est une réflexion qui me vient, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Oui, on a vu des scènes assez ahurissantes, comme celle de l'arrestation d'une secrétaire générale de section, Madame Chérif de section PDCI RDA. On va l'écouter. Elle donne une réaction aux médias avant d'être interpellée et par la suite donc par les forces de l'ordre. On l'écoute. Nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans calage, sans machette, sans bois. Nous demandons seulement
que le président de la République de Côte d'Ivoire revient sur ses pas, qu'il revient sur ses pas parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique. La Côte d'Ivoire a été fondée par la démocratie, sur la démocratie. Si aujourd'hui, dans cette Côte d'Ivoire, il y a tous les gens de tous les pays du monde qui ont immigré ici, sont devenus des Ivoiriens ou bien des Ivoiriois, c'est parce que notre feu président Houphouët-Boigny était un président de largesse et de la compréhension. Il aimait le monde, il aimait l'homme. Et le président Bédié, qui a hérité aussi pareillement, nous ne voulons pas de palabres, nous ne voulons pas de brutalité. Je vous remercie. C'est bon, allez, allons. On est en train d'arrêter de filmer une dame, ils l'ont arrêté. Alors, scène assez extraordinaire, c'est un petit peu l'illustration et le symbole de cette journée, c'est-à-dire une journée où les opinions politiques avaient du mal à s'exprimer, Monsieur Atomblanc. Oui, en effet, effectivement, cette scène est une scène quand même marquante pour cette journée parce que nous avons vu Madame Chérif du PDCI. Il y a eu aussi une scène d'une dame assise avec les forces de l'ordre attroupées autour d'elle au niveau de Saint-Jean, à Cocody, précisément. Alors, ce qui est intéressant, l'on dira que le 9 et le 16, nous étions véritablement dans des marches à caractère pacifique, véritablement structurées, contrairement à ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est cette adaptabilité, d'accord ? Cette adaptabilité en ce qui concerne les marcheurs. Nous avons vu des personnes comme Madame Chérif s'adresser, d'accord, à des journalistes, dire clairement la raison pour laquelle elle et son parti et certains citoyens manifestent. Et vous avez vu la réponse qui, pour ma part, n'est véritablement pas proportionnée, qui est automatiquement de l'interpeller parce qu'elle a pris la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la prise de parole est une interdiction pendant la campagne électorale en Côte d'Ivoire? Je ne le pense pas, mais bon, c'est une illustration sur laquelle chacun pourra bien évidemment réfléchir. On retrouve Soumaïla Brédoumi. Soumaïla Brédoumi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous maintenant. Excusez-moi, il y a eu un petit incident, je ne sais pas. Pas de souci. On vous a retrouvé. Quelle va être la réaction du PDCI-RDA après ces arrestations et ces violations forcément constatées des droits des personnes qui voulaient s'exprimer politiquement, quoique la manifestation effectivement a été interdite par les autorités? Merci. Bon, je ne sais pas ce que les autres ont dit avant moi. Donc, je suppose qu'après mon intervention, tout allait dans le sens de ce que j'ai dit. Donc, alors, quelle sera la position de l'opposition? D'abord, il faut faire le constat que nous sommes de plus dans un pays de liberté. Le constat, il est clair. On a molesté notre militante des mouvements de soutien, Madame Chérif Djeneba. Vous avez vu comment on l'a molestée. Et ça n'a aucun sens. C'est très disproportionné. Les forces de l'ordre doivent maintenir l'ordre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut maintenir l'ordre. C'est une citoyenne. Et vous avez vu que je vous ai dit que les journalistes même ont été arrêtés. Certains ont pris leurs appareils. On leur a demandé de vider le contenu. C'est qu'on ne veut pas qu'on sache. L'autre aspect, notre militant, Mme Chérif, qui s'exprime. L'interdiction des marches n'est pas de l'interdiction de s'exprimer. Cela veut dire que si vous et moi, on était là-bas, qu'on s'exprimait là, on va nous arrêter. Nous avons estimé à peu près 1 millier d'arrestations. Et non seulement ils ont été arrêtés, mais on dit qu'ils ont des faits graves, atteinte à la sûreté de l'État, tentative de quoi. Voyez-vous, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. La liberté d'expression n'existe plus. Alors, ce que nous allons dire, c'est que nous continuons, notre président du parti continue toujours à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes plus en démocratie. Quand on n'est plus en démocratie, on ne fait pas d'élections, des choses. Et donc, on n'a qu'à arrêter cette mascarade d'élections et qu'on n'a qu'à proclamer le candidat du RDR comme élu d'avance, ça nous fera gagner du temps. Les conséquences de ces situations, elles sont graves. Vous avez vu, il va y avoir des conséquences économiques. Quand vous allez sur l'autoroute, était pratiquement bloqué, Yopougon était bloqué, tout le monde était bloqué, les gens sont terrés à leur maison.
dans cette circonstance-là, quelle campagne électorale on peut faire? Quel homme d'affaires, quel bon homme d'affaires peut venir en Côte d'Ivoire pour penser à la suite? Donc, il va y avoir des conséquences économiques, des conséquences sociales, et la démocratie est en panne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on reprenne, que le pouvoir comprenne qu'on ne peut pas aller tous mettre nos fronts dans le mur parce que c'est eux qui nous entraînent et que le pays va payer pour longtemps encore ces troubles. Déjà, ça a commencé et l'opposition va toujours dire que ce n'est pas normal. Nous allons continuer de manière démocratique à revendiquer des élections transparentes, propres et que le peuple soit libre de choisir ses dirigeants. Nous allons continuer. Jean-Yves Doué. Nos revendications. Jean-Yves Doué, votre analyse sur cette réaction musclée du pouvoir aujourd'hui? Oui, lorsqu'on regarde sur la vidéo, on voit bien Madame Chérif, et lors de cette interpellation-là, il y a une autre dame, c'est-à-dire la dame dont on a vu les images circuler aujourd'hui sur la toile. C'est cette dame-là qui, je crois, allait secourir en fait Madame Chérif, et c'est dans cette même mouvance, elle aussi, elle a été, on a tous vu les images avec, je vais pas relater les faits, mais franchement, ce n'était pas beau à voir. Et donc, lorsqu'on voit tout ça, et je pense que c'est quand même assez triste. Surtout qu'aussi, on voit c'est-à-dire des membres de la presse, je veux dire des membres de la presse qui prennent leurs jambes à leur cou. Ces personnes-là même qui sont censées nous transmettre des images pour qu'on puisse voir peut-être un minimum de transparence sur l'attitude de nos forces de l'ordre, ces personnes-là même prennent leurs jambes à leur cou. Cela veut dire quelque part que elles-mêmes, ces personnes-là même ont peur. Elles se disent qu'elles peuvent être arrêtées, comme l'honorable le disait tout à l'heure. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment chaotique, et ce sont des scènes ce sont des scènes que notre pays ne doit pas se permettre de montrer à l'opinion nationale et internationale. C'est l'illustration, Jean-Yves Doué, aussi que le gouvernement craint un front uni de l'opposition. Ben justement, ça c'est clair, depuis toujours le gouvernement a toujours empêché cette union de l'opposition là, de sorte à ce que à travers certaines personnes de l'opposition, on voit très bien que je veux dire cette opposition qui ne fait pas le poids a été en lice, comment on appelle ça, est dans la course, et au détriment de ces personnes-là qui peuvent faire basculer les choses. Donc pour moi, il y a véritablement quelque chose, il y a véritablement une peur du côté du gouvernement ou du parti au pouvoir de vouloir franchement ouvrir le jeu pour que cette opposition-là qui pourrait potentiellement faire basculer les choses soit dans la course. Monsieur Atoum Blanc, on va donc se rapprocher tout doucement du 25 octobre, cette date fatidique de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut encore imaginer un sort différent que cette exclusion du PDCI RDA et du PPACI? Absolument. Absolument. Pourquoi je le dis? Parce que il faut le prendre sur deux volets. Moi, je suis très observateur et j'analyse beaucoup, en fait, d'accord, les schémas électoraux en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nouveau. En 2000, le PDCI RDA et le RDR, parti de M. Alassane Dramane Ouattara, ont été écartés de la course. Il y a une décision de la Cour suprême de l'époque qui ne permettait pas à M. Ouattara de compétir, et M. Henri Konan Bédié et un pléthore de potentiels candidats issus du PDCI RDA de ne pas compétir. Suite à cela, nous avions vu en fait d'accord une victoire de M. Laurent Gbagbo contre le général Robert Guéhi. Le 28 octobre, une interview de M. Alassane Dramane Ouattara dans un journal de la place que je ne citerai pas, indiquait qu'il était inconcevable que M. Laurent Gbagbo était un président de fait. Et on lui posait la question pourquoi. Il est inconcevable dans le jeu électoral ivoirien que plus de 2/3 de l'électorat ivoirien ne puisse participer. Il faisait allusion à qui? Au PDCI RDA et au RDR, son parti politique. Nous sommes aujourd'hui dans je dirais un remix, pour moderniser, je voulais dire répétition. Voilà, pour rendre plus musical en fait mon explication, nous sommes dans un bis repetita de ce qui s'est passé auparavant. Si M. Ouattara trouvait que les élections n'étaient pas crédibles en 2000, alors que dirons-nous de ces élections où le PDCI RDA et le PPACI sont écartés du jeu, avec des mentors quand même qui comptent et qui pèsent dans le jeu électoral ivoirien. Donc,
il faut dire qu'aujourd'hui, ces élections-là se passeront comme nous le souhaiterons. Franchement, c'est faire preuve d'aveuglement. Un électorat est frustré. Un électorat est frustré. Et une bonne partie des citoyens ivoiriens qui ne sont pas militants et même sympathisants de partis politiques sont frustrés parce qu'on n'assiste pas à un jeu qui serait vraiment beau, où des programmes seront proposés, où on aurait une diversité, d'accord, de choisir le candidat que l'on souhaite. Nous constatons un musellement d'une bonne partie de la population et bien évidemment de militants de partis politiques tels que le PDCI, RDA et le PPACI. Mais Norbert, certaines personnes, certains observateurs pourraient se dire ou dire à ces militants qui étaient dans la rue aujourd'hui, vous voyez bien que le jeu électoral est bouché, rendez-vous à l'évidence et soutenez l'un des candidats retenus. Pourquoi ce discours serait inaudible aujourd'hui pour cette jeunesse notamment qui a pris la rue aujourd'hui? Eh bien parce que la réponse, Fabrice, on vient de la voir avec un jeune, notre ami Jean-Yves Doué, qui est avec nous ce soir et on le remercie. Ça n'est pas un accablement, ce n'est pas un abattement, ce n'est pas une résignation qu'il montre, mais plutôt une indignation. Tout à fait. Et ça n'a rien à voir. La différence, Sam vient de faire une analyse, un rapprochement entre l'élection présidentielle de 2000 et celle de 2025. Il y a une sacrée différence, en tout cas, que je tiens à souligner, c'est qu'en un quart de siècle est apparue une nouvelle technologie qui change beaucoup de choses, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si nous disposons d'images que nous avons diffusées, c'est précisément parce que ces réseaux sociaux existent et que la jeunesse qui s'en est emparée, comme partout dans le monde, a malgré tout, comme nous l'avons écrit sur notre écran, malgré tout, envoyé ces images, témoigné, fait en sorte que là, voilà, nous sommes ensemble, en direct, en train d'organiser une émission, que cette émission est fournie. Ce n'est pas rien, 75% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. C'est une population très jeune, très dynamique. Oui, absolument. Et ce segment-là de l'électorat, qui est donc le plus important, ce segment-là, il partage, je pense, à l'exception naturellement de la jeunesse proche du RHDP, donc, ou du RDR, appelons-la comme on veut, qui partage, pour bonne part en tout cas, l'indignation de notre ami Jean-Yves. Et on la comprend, parce que, oui, comme le dit l'honorable Soumaïla Bredoumi, c'est la liberté d'expression qu'on étouffe, c'est l'image du pays que l'on dégrade, tout ça pour s'accrocher au pouvoir, sous l'œil de la communauté internationale, qui suit les événements de façon très, très attentive, je peux vous le dire. Alors, Soumaïla Bredoumi, je vous pose aussi la question sur cet horizon présidentiel qui approche le 25 octobre. Est-ce que vous maintenez vos revendications pour une candidature de votre leader, Tidiane Thiam, qui est toujours, au moment où on parle, où on se parle sur ce plateau, interdit donc de participer? Qu'est-ce que vous allez avoir comme position dorénavant? Est-ce que vous allez continuer à militer pour descendre dans la rue pour des marches? Et que peuvent être les recours entre les mains du PDCI RDA? Merci. Malheureusement, je n'entendais pas la déclaration de Jean-Yves, mais je pense que Norbert a un peu résumé une partie. Et vers la fin, j'entendais savoir quelle sera la position, est-ce que l'opposition peut être unie. L'opposition ne peut pas être unie puisqu'il y a une partie de l'opposition qui a décidé d'accompagner M. Ouattara. Je pense qu'avec tout ce qui vient de se passer, si j'étais à leur place, et tous devaient se retirer de l'élection présidentielle. Quelle opposition? Tous les candidats présents? Tous les candidats devaient se retirer. Quel candidat qui veut véritablement venir servir le pays en voyant ces images et vouloir participer à une mascarade d'élection et te dire que je suis élu? Vous êtes déçu que les autres candidats de l'opposition retenus n'aient pas pris part ou essayé de braver cette interdiction? Non, je n'ai pas dit qu'ils devaient braver l'interdiction. Mais dans un constat où la liberté d'expression, où la police nationale moleste des femmes, des hommes, des jeunes, des journalistes, et vous voulez participer à une telle élection où vous n'avez même pas l'opposition.
l'occasion d'exprimer vos programmes. Dans ce qu'on est en train de voir, quelle est la lucarne pour les candidats qui accompagnent M. Ouattara à exprimer aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde leur programme de campagne? Il n'y en a pas. Quand vous regardez le programme de campagne du RDR, ce n'est pas une campagne. On va à Daloa, on revient à Yamsoukro, on envoie une équipe à Bondoukou, et puis après on fait un meeting, et puis c'est fini. Il n'y a pas de débat, il n'y aura pas de débat de candidats, il n'y aura rien, il n'y aura pas de tournée. Donc ça, c'est vraiment un niveau cosmétique pour dire qu'on a fait campagne et puis on arrive au pouvoir. Ça, ce n'est pas ce qui est attendu pour une campagne électorale digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des hauts cadres, qui a des gens de haut niveau, qui a des candidats potentiels de haut niveau, qui a des gens qui ont fait un bilan. Le PDCI-RDA a un bilan, le RDA a un bilan, le PPACI a un bilan. Donc, c'est ça qui devait animer la campagne électorale. Et comme vous l'avez dit, il y a 75% des gens qui sont jeunes, ceux qui sont nés en 2000, 2020, c'est maintenant qu'en 25, 2000, il y a beaucoup d'événements qui sont passés avant. Donc, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui devait voir l'offre de propositions de sortir les Ivoiriens de la pauvreté. De 2018 à 2022, la pauvreté n'a diminué que d'1,9%. Donc, cela veut dire que ça stagne. Une dette abyssale, comment on va s'en sortir? La pauvreté est là, l'injustice, la corruption qui coûte 2000 milliards par an, selon leurs propres chiffres. Les projets d'infrastructure sont réalisés avec des surfacturations. Voyez-vous, tous ces dossiers-là, on n'a pas pu avoir le temps de débattre de cela et on va aller à une élection présidentielle. Si j'étais à la place de ceux qui veulent accompagner M. Ouattara, avec ma bonne volonté, et pour ce qui se passe aujourd'hui, je disais qu'ils devaient tous se retirer de la campagne pour dire, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine qu'on crée d'autres tensions, qu'on proclame le candidat du RDR élu, ce sera plus avantageux que de vouloir avancer. Nous allons continuer à nous baser sur la Constitution. Le président dit la Constitution. La Constitution proclame qu'il faut que les gens puissent s'exprimer. La Constitution a des règles qui ont été traduites par la CEI, et la CEI est obligée de faire la révision de la liste électorale. Cette liste est corrompue de moins 6 millions de gens qui ne devraient pas y être. Il faut l'auditer. Il faut permettre aux Ivoiriens, surtout les jeunes qui viennent d'arriver, matures, de pouvoir avoir une panoplie de choix et qu'ils soient libres de choisir. Si ce n'est pas ça, cette élection, si elle aboutit, celui qui sera élu sera illégitime. Et sur la candidature, donc, la candidature de Tidiane Thiam, quelle va être la marche à suivre désormais? Mais il y a une marche officielle, c'est celle de continuer à revendiquer, et il y a une marche stratégique, c'est celle de faire des pressions pour qu'à un moment ou un autre, d'ici le 25, je pense que la sagesse, pour ce qui vient de se passer, la sagesse doit habiter nos leaders, nos autorités, pour dire, vaut mieux que nous allions à la table, qu'on trouve éventuellement, s'il faut même décaler les élections présidentielles, pour qu'on s'entende. Ils ont un bilan inattaquable selon eux-mêmes. Ce bilan devrait normalement leur permettre, quel que soit le scénario, de gagner l'adhésion des Ivoiriens. Je ne vois pas pourquoi ils ont peur de soumettre leur bilan aux Ivoiriens face à d'autres propositions de programmes et d'autres bilans face à face. Qu'on soit sur un plateau de télévision où moi, Bredumi, je suis la porte-parole, avec le porte-parole du RDA, du RHDP, avec le porte-parole du PACI, pour débattre des problèmes qui intéressent les Ivoiriens, de l'école, de la santé, des affaires sociales, de l'assainissement, des inondations, de la pauvreté, de l'alimentation. Voilà ce que les Ivoiriens attendaient d'un débat démocratique, proposition de programme par programme. Nous avons 6 piliers et nous sommes prêts à débattre cela. Mais tel que c'est fait là, c'est comme s'il fallait prendre une ordonnance pour déclarer que quelqu'un est élu et puis c'est fini. C'est plus économique, ça perd moins de temps, c'est moins de tension que ça, que de vouloir faire une mascarade d'élection. Alors, Jean-Yves Doué, est-ce que vous partagez l'amertume et la déception de Soumaïla Bredumi vis-à-vis des autres candidats retenus, les candidats de l'opposition qui iront tout de même à ce scrutin du 25 octobre? Bon, je ne partage pas totalement. Allez-y. Allô, c'est bon? Oui. Donc, je disais que je ne partage pas totalement l'amertume de l'honorable en ce sens où c'est vrai qu'il y a pas mal de conditions. Il y a beaucoup de conditions qui ne sont pas réunies pour qu'on puisse aller à des élections libres, transparentes et apaisées.
Mais en démocratie aussi, c'est tout ça. On a des personnes qui pourraient potentiellement se sentir à l'aise cet environnement-là et qui décident d'aller à l'élection. Donc, chacun est libre, je veux dire, de s'engager s'ils sentent que c'est une élection pour eux qui sera libre, mais la majorité des Ivoiriens, ou du moins la majorité des personnes dans l'opposition, savent que ces élections ne seront pas libres, transparentes et apaisées. Mais moi, quand je finis de dire ça, j'ai aussi une autre question parce que depuis ce matin, on a assisté aussi, on a vu, moi, franchement, je tiens à saluer, je veux dire, la position de ces militants, de ces Ivoiriens qui sont sortis malgré ce dispositif sécuritaire-là. Mais ce que je tiens aussi à déplorer, c'est l'absence de leader qu'on n'ait pas eu sur le terrain. Par exemple, on a eu la secrétaire de section qui, ayant conscience je vais dire, ayant conscience de, de cet environnement délétère là, elle est quand même sortie et elle a été arrêtée. Elle a assumé sa position, elle a été arrêtée. J'aurais aimé aussi voir des leaders, beaucoup de leaders aussi dehors pour pouvoir motiver aussi d'autres sympathisants, parce qu'on n'a pas que des militants, on a des sympathisants, on a des gens aussi qui veulent faire entendre leur voix, mais qui se disent que si les leaders même ont disparu, si les leaders même ne sont pas sur le terrain, peut-être nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas? Donc aujourd'hui, vu que l'honorable est là, peut-être s'il est même le porte-parole du PDCI, est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui quelle est la situation de certains leaders sur le terrain? Est-ce qu'il y a des leaders qui ont été, je vais dire, arrêtés malgré qu'ils ne sont pas rendus sur le terrain? Est-ce qu'il y a des leaders qui ont été arrêtés ou qui ont été menacés? Voilà. On aimerait avoir ces informations aussi pour savoir que peut-être du côté du PDCI, il y a quand même des choses qui se font, il y a quand même des leaders qui ont essayé de faire bouger les choses, mais ils ont été quand même empêchés. Voilà. Il faudrait que les militants ou bien les sympathisants aient aussi quand même quelques informations sur ça. Alors, votre réponse, Soumaïla Bredoumi, à cette interrogation de Jean-Yves Doué, pourquoi les leaders n'étaient pas plus représentés et plus présents sur le terrain? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu plusieurs marches, il y a eu plusieurs rassemblements où les leaders étaient là. Vous savez que, peut-être qu'ils ne le savent pas, depuis avant-hier, des encagoulés passent partout pour menacer les gens, pour arrêter les gens, etc. Tout ça fait par des stratégies d'étouffement. Vous avez même vu que sur les réseaux, même la société civile avec M. Balé, qui a été visité dans son ancien logement par des encagoulés. Donc, tout ça procède à une stratégie d'étouffement. Quand il y a une stratégie d'étouffement, on sait que si les leaders font des déclarations, automatiquement, ces leaders-là sont poursuivis et ces leaders sont soit obligés de se cacher, d'aller en exil ou on les met en prison. Toute notre jeunesse, la leadership de notre jeunesse est en prison aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que ce sont les leaders dans un pays de quand il y a le moment où on était autorisé à le faire librement. On a vu les leaders, on a vu les élus, on a vu tout le monde main dans la main défiler avec les gens. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Si aujourd'hui on est arrivé à une situation où on n'a pas pu le faire, c'est parce que justement, la stratégie du pouvoir, c'est d'étouffer les gens, c'est de les arrêter, c'est de les menacer, c'est de chercher à les arrêter et mettre en prison. Dans cette situation-là, des gens sont actuellement poursuivis et sont cachés, terrés quelque part. Donc, ce n'est pas tout qu'on va exposer ici, mais s'il y a une liberté, les leaders sont là. Les leaders n'ont pas peur d'être devant. Donc, il y a ça. Bon, moi, je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, que ce pays-là nous appartient à nous tous. Même si on est nerveux, on est fâché, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour dialoguer. Ce qui nous surprend, c'est que nous avons un parti comme le PDCI-RDA qui a pour credo le dialogue. Et des gens qui se disent au fautistes et qu'au fond avait dit, quelle que soit la situation, il faut dialoguer. Le président Fauboy avait dit, à moins qu'on ne veuille récolter que des dégâts matériels humains, quelle que soit la voie qu'on va prendre, si on ne prend pas la voie du dialogue, on finira toujours par faire le dialogue. Je me rappelle bien, tout à l'heure, quelqu'un faisait allusion aux élections de 2000. Mais ça aboutit à quoi? Pour régler ce problème, on a fait tout le tour de l'Afrique, à Marcoussis, partout, pour venir faire dialoguer après, pour qu'on ait des élections inclusives en 2010. Voyez-vous? Donc, nous disons qu'on doit tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, les prémices qui viennent de se mettre là, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Même si quand quelqu'un est élu dans ces conditions-là, ça déteint négativement sur la personne qui va se proclamer élue dans ces circonstances-là.
Donc, je pense que les leaders sont prêts. Jean-Yves Mais Doué. si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi les gens sont à distance et d'autres sont en prison et d'autres sont menacés, d'autres sont poursuivis par les encagoulés. Avant même cette image, des gens étaient encerclés. Notre parti, devant la maison du PDCI RDA, il y avait des cargos partout, on ne pouvait même pas y aller. Jean-Yves Or, Doué, comment on peut se réunir Jean-Yves Doué, vous voulez réagir? Voilà. Oui, en fait, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on est tous conscients, et ça, sur le plateau, je pense qu'on est tous d'accord, hein, que le parti au pouvoir aujourd'hui, il ne respecte pas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. Quant au respect des droits et tout ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui peut se faire aujourd'hui? Est-ce que les marches qu'on va faire, les marches qui se font aujourd'hui, est-ce que ces marches-là pourront permettre de remettre tout en question? La façon dont on connaît le RHDP, il est dans sa lignée, il ne va pas changer sa position. Donc, est-ce que aussi la stratégie ne serait pas comment on appelle ça, de penser à une stratégie un peu plus sur le long terme, notamment une projection sur les élections législatives, afin de créer un blocage aussi au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce ne sont pas des possibilités? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on est tous d'accord que les élections ne sont pas transparentes, mais le parti au pouvoir ne va pas revenir là-dessus. Ils ne vont pas faire de révision des listes électorales, ils ne vont rien faire. Ils vont s'entêter pour aller à ces élections-là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi la stratégie dans ce sens-là? Alors, cette question que pose Jean-Yves Doué, assez pertinente, vous vouliez y répondre? Oui, exactement, parce que c'est des échanges effectivement que j'ai en off avec mon très cher ami Jean-Yves. Alors, ce qui est intéressant, Jean-Yves souhaite qu'on ne soit pas focus sur les présidentielles. Il préfère que les partis d'opposition dans leur ensemble se projettent sur les législatives. Ce qui est intéressant, les législatives sont des élections. Les législatives, on procède par le fonctionnement d'une liste électorale pour y participer. Donc on retrouvera les mêmes problèmes. Bien évidemment. Quelles sont les garanties, mon très cher ami Jean-Yves, quelles sont les garanties pour que ces législatives, M. Ouattara ne puisse plus avoir la majorité? Moi, je n'y crois absolument pas. Mais la question et la réaction de Jean-Yves, c'est au lieu de se focaliser sur une présidentielle qui semble déjà acquise pour Alassane Ouattara, oui. Est-ce que l'idéal ne serait pas de concentrer ses forces aujourd'hui en vue des législatives? Écoutez Fabrice, nous sommes dans un régime présidentiel. Il faut être franc. Les élections, on dira qu'elles sont toutes égales, qu'elles soient législatives, présidentielles ou municipales, je dirais même sénatoriales. Mais ce n'est pas la réalité. Nous savons très bien que l'exécutif a une particularité, donne le tempo. Ce qu'il faut, Jean-Yves dit à long terme. J'ai bien apprécié cette expression à long terme. Effectivement, cette lutte, elle ne sera pas instantanée. C'est une lutte qui a commencé aujourd'hui sans le bon vouloir de l'opposition. L'opposition voulait manifester le 4. C'est suite au refus du préfet qu'ils ont donné la date du 11. Nous sommes en plein dans la campagne. Et vu que la Constitution est le socle, d'accord, qui régit tous les Ivoiriens, qu'on soit de l'opposition, du parti au pouvoir, et il est bien évident que ceux qui souhaitent manifester et trouvent injustes ces règles du jeu puissent manifester. Et puis, je tiens à préciser quelque chose. Ces personnes n'ont pas dit qu'elles vont s'arrêter aujourd'hui et qu'elles attendaient un résultat comme par enchantement aujourd'hui. C'est un combat de longue haleine et je pense que les citoyens ivoiriens, qu'ils soient engagés politiquement ou pas, sont déterminés pour que ce forfait ne puisse pas aboutir. Maintenant, si vous permettez, je vais rebondir sur un élément qui paraît très essentiel. Et on parlait tout à l'heure d'un élément important. Dans le cadre de la campagne, on a un candidat, président, arbitre, qui est M. Ouattara. Et nous avons des compétiteurs qui font partie de l'opposition. Et M. Bredoumi disait qu'il n'y a pas cette solidarité de l'opposition. Moi, je tiens à m'adresser aux candidats de l'opposition qui ont véritablement, oui Norbert, je tiens véritablement à m'adresser à eux. Parce que leur programme, c'est de proposer une offre plus intéressante que celle de M. Ouattara. Aujourd'hui, on prive les Ivoiriens sur ce plan. J'aimerais bien les entendre. J'aimerais juste les entendre. Ils s'expriment pourtant. Jusqu'à preuve du contraire,
Je n'ai eu aucune On annonce. entend Simone Veil Gbagbo, notamment sur cette élection, dire qu'elle est déterminée, elle veut aller battre M. Ouattara. Alors, quand je disais les entendre, je ne parlais pas en fait d'offres politiques. Je parle en fait du candidat qui est dans la réalité. Alors, on ne peut pas aujourd'hui faire une campagne à Boisflé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et faire abstraction de ce qui se passe dans la rue. Parce que ces opposants souhaitent aussi gouverner. Ils ont pour ambition de gouverner tous ceux qui sont dans la rue. Non, mais vous savez très bien ce qu'ils diront à ces jeunes et à toutes ces personnes qui se mobilisent. Ils leur diront « je suis la solution ». Chacun se présentera comme la solution. Mettez-vous derrière moi. On est la solution, mais on prend aussi le pouls de la situation. Et quand il y a des choses à condamner, comme l'interpellation de Mme Chérif, on le dit aisément parce qu'on souhaite que les Ivoiriens ne soient pas muselés. Et je le dis, Fabrice, en toute sincérité, c'est cela aussi l'engagement et la responsabilité des hommes politiques. On ne peut pas faire abstraction de ces genres de choses. Alors Norbert, c'est intéressant cette petite dissonance aussi au sein de l'opposition, ceux qui veulent continuer à mener ce bras de fer jusqu'à la présidentielle, ceux qui veulent se projeter déjà sur les législatives. Est-ce qu'il faut prendre ces combats politiques les uns après les autres ou il vaut mieux passer à autre chose dès maintenant? Qui suis-je pour répondre à cette question? Clairement, là, on vient d'entendre quand même 3 éminents ivoiriens qui s'expriment sur le sujet. Bon, c'est très difficile hein, de se projeter sur la possibilité de rééquilibrer un régime présidentiel avec une hypothétique très hypothétique victoire ou semblant de victoire aux législatives. Moi, je pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Étant rappelé tous les défauts, et c'est un euphémisme, qui caractérisent cette liste électorale, il faudrait vraiment être très convaincant pour réussir à me persuader du contraire. L'argument des candidats qui sont alignés à cette présidentielle, des opposants, des 4 opposants, consiste à dire, enfin pour les principaux d'entre eux, qu'ils vont pouvoir faire appel aux abstentionnistes, qui vont les réveiller. C'est un pari risqué, surtout quand, comme moi, et je ne suis pas le seul, on soupçonne certains de ces candidats d'avoir un agenda caché et de penser à 2030 et non pas à 2025. Donc, le pari des législatives, oui, j'ai un gros doute, mais peut-être que l'honorable Brédoumi pourra nous en dire davantage. Que je constate, moi, c'est que la Côte d'Ivoire organise des élections législatives entre Noël et le jour de l'an. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres exemples dans l'histoire. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il n'y en a jamais eu. Et j'ai regardé aussi en France, il n'y en a jamais eu. Non, d'habitude, entre Noël et le jour de l'an, on a la tête ailleurs. Là, on se dépêche d'organiser ça pendant l'année 2025 pour tout simplement ne pas réviser la liste électorale comme le veut la loi, et donc pour ne pas permettre à un certain citoyen ivoirien du nom de Tidiane Thiam de s'inscrire sur la liste électorale et donc éventuellement de présenter sa candidature. Aussi bien, on l'a vu à la présidentielle que demain à la législative. Les dés sont pipés. Je pense que tous les Ivoiriens qui sont descendus dans la rue aujourd'hui partagent cet avis, et une bonne partie des Ivoiriens qui n'ont pas osé descendre dans la rue aujourd'hui doivent probablement le partager.
En tout cas, la manifestation était très suivie et d'autres sont descendus dans la rue à Paris également aujourd'hui. La diaspora ivoirienne à Paris, on va voir quelques images donc, de cette diaspora qui s'est mobilisée en soutien et en écho. On n'a pas encore les images, mais dès que possible, on pourra les passer. Cette diaspora qui s'est mobilisée, elle aussi, en écho et en soutien au Front commun. Je me retourne vers Soumaïla Breddoumi. Vous avez entendu, Soumaïla Breddoumi, cette inquiétude ou cette remarque concernant les élections législatives à venir. Est-ce que ce combat pour la présidentielle n'est pas un combat vain? Merci. Je pense que je l'ai toujours dit que le combat politique, ce n'est pas un contrat à durée déterminée, c'est un contrat à durée indéterminée. Tant qu'on est en politique, on ne sait pas, même quand on est au pouvoir, on ne sait pas pour s'y maintenir de manière démocratique. Donc pour nous, ce combat que nous avons commencé, c'est un combat que nous menons pour espérer avoir des élections législatives et présidentielles transparentes et inclusives pour qu'il y ait la paix. La Côte d'Ivoire est un pays qui vit sur une paix fragile, pour qu'il y ait une paix durable. Et nous pensons que véritablement, même si le combat que nous menons n'aboutit pas avant le présidentiel, la logique de paix stable et durable aurait voulu qu'après le présidentiel, on a réclamé le dialogue, on ait un dialogue, au moins pour nous accorder sur un minimum avant d'aller aux législatives. Cela donnerait beaucoup plus de répit et moins de tension pour aller. Mais le RDA a un objectif, c'est de faire disparaître le PDCI-RDA. Depuis que le PDCI-RDA a refusé, sous le président Henri Konan Bédié, d'aller, de se merger dans le RHDP et disparaître le PDCI-RDA, ils ont juré d'avoir la tête du PDCI-RDA. Donc pour eux, après le présidentiel, immédiatement, les mêmes dispositions pour étouffer le PDCI-RDA seront prises et le PDCI-RDA de 65 députés risque même de ne pas avoir un groupe parlementaire. Et si on n'a pas un groupe parlementaire, on a très peu de députés, ça va mettre la vie du PDCI-RDA véritablement en péril. Et c'est leur objectif. Donc nous qui sommes dans les partis constitués, forts comme le PDCI-RDA, nous savons ce que c'est que les élections législatives après les présidentielles. Et le dispositif qui est mis pour les présidentielles, ce même dispositif ne va pas bouger d'un iota, va faire pour étouffer les partis politiques. Ils vont faire apparaître des indépendants qui vont peut-être intégrer, et déjà les tractations ont commencé, nous avons des échos. Et puis après, étouffer le PDCI-RDA et le PPACI, qui seront certainement des partis qu'on va mettre en portion congrue au Parlement. C'est pas 2 ou 3, 4, 5, 8, moins de 8 députés chacun. Et puis en ce moment-là, ce sera un parti unique de fait. Voilà l'objectif du RHDP. Et donc, nous pensons que ce combat-là, il doit être saisi au démarrage comme étant le présidentiel, mais à la fin aussi pour les législatives. C'est ça qui est important. En 2020 déjà, ce même débat a été posé quand on nous a dit qu'il fallait aller aux législatives. Le président Bédié, le 9 décembre 2020, a rencontré M. Ouattara au Golf Hotel d'Abidjan. Et il était question qu'il fallait faire en fait un dispositif pour faire le dialogue, pour améliorer ces choses. On a dit non, il fallait d'abord aller aux législatives. Nous sommes partis d'une 80aine de députés à 64 députés. Et si on continue comme ça, on va avoir moins de 10 députés. Et ça c'est pas à l'honneur du PDCI-RDA. Et ils vont faire en sorte, on connaît les manœuvres, hein. On a quand même, moi je ne suis pas quelqu'un qui est né, moi je suis né avant l'indépendance. Donc je sais de quoi il s'agit. Je suis dans la politique, ça fait un moment donné. Donc ils vont manigancer les choses pour étouffer le PDCI-RDA et le PPACI, pour faire émerger quelques indépendants qui vont vouloir se rallier au RHDP. Et le RHDP, sur les 250 et quelques députés, va se tailler peut-être 230, et puis après, partager les 20 là aux autres partis politiques. Ce n'est pas ça qui est la solution de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Il faut un débat démocratique, il faut une pluralité démocratique qui permet de contredire, de débattre. À l'Assemblée nationale, c'est le PDCI, RDA, le PPACI qui font les grands débats quand il s'agit de grands dossiers. Sinon, les autres viennent, il n'y a pas de débat, déclaration, et puis après on vote. Ça ne fait pas avancer la démocratie ni le pays. Donc moi, je pense que nous sommes conscients qu'en temps normal, il peut y avoir une cohabitation, entre guillemets, où l'opposition peut avoir la majorité au Parlement. Mais dans les conditions actuelles, dans le système actuel, c'est même plutôt l'opposition va perdre en valeur, en poids, si on continue comme ça pour aller aux élections législatives. Voilà ce que moi je peux dire.
Merci Soumaïla Bredoumi. Et pendant que vous parliez, on voyait donc ces images que j'ai annoncées de la mobilisation à Paris, la diaspora ivoirienne qui a tenu à marquer le coup également et à prendre la rue. Je signale qu'il y a eu des tensions également avec quelques supporters d'Alassane Ouattara, quelques frictions avec les manifestants donc, qui venaient défendre le mouvement et la mobilisation du Front commun. Sur ces images, j'aimerais donner le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Le mot de la fin pour Jean-Yves Doué. Jean-Yves Doué, qu'est-ce qu'il faut retenir et maintenant, quelle projection donc, pour la suite des événements politiques en Côte d'Ivoire? Oui, donc en tout cas, bon, ça a été un plaisir, hein. Et moi, je pense que au regard de tout ce qui s'est passé, moi, je retiens juste que le peuple ivoirien a eu une détermination compte tenu de tout ce qui a été mis comme dispositif sécuritaire malgré ça. Parce qu'on connaît bien les Ivoiriens, on sait que ils connaissent bien, le gouvernement connaît bien la sociologie de l'Ivoirien, donc il sait qu'il peut influencer. C'est pour cela que le dispositif, la démonstration qui a été faite le 7 août, histoire de faire sortir tout ce qui est comme armement, c'était pour impressionner, c'était pour intimider les gens. Et donc, malgré cela, malgré les intimidations aussi, avec le dispositif sécuritaire qu'il y a eu, on a eu des Ivoiriens qui sont sortis pour dire oui à la Constitution et pour dire non à tout ce qu'ils estimaient ne pas être normal. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est une nouvelle mentalité, c'est un nouveau Ivoirien qui renaît. Et moi, je pense que c'est à encourager. Et c'est le début de quelque chose. Beaucoup de choses pourront se passer si jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on ait des leaders aussi qui se prononcent, qui acceptent de se faire arrêter pour montrer l'exemplarité. Et puis derrière, il y a beaucoup de lignes pourront bouger. Merci beaucoup Jean-Yves Doué et merci à vous. Je suis désolé à ceux qui voulaient reprendre la parole. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Et je reste avec mes deux invités de plateau pour parler de la situation à Madagascar. Madagascar qui vient de vivre ce samedi les manifestations les plus importantes depuis le début du mouvement. Vous savez, ce mouvement de mobilisation donc de la Gen Z, la population malgache jeune qui a pris la rue. Des militaires ont décidé de se joindre aux manifestants et une unité de l'armée a même appelé à la désobéissance pour protéger les civils. D'après un bilan des Nations Unies, un bilan contesté par le pouvoir malgache, au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations le 25 septembre dernier et il y aurait plus d'une centaine de blessés. Alors selon le président André Rajoel qui a quitté la capitale ce samedi, les pertes en vie humaine ne seraient que de 12 et il y aurait surtout des pilleurs et des casseurs. On parle rapidement de cette révolte populaire assez considérable, messieurs, qui a complètement pris par surprise l'opinion internationale. Norbert, tu as été surpris de voir que la jeunesse malgache a tout de suite lancé ce mouvement et ce mouvement qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Ah bah oui, non, c'est quand même incroyable. C'est incroyable parce que nous sommes le 11 octobre et je vais faire le lien dans un instant avec la situation en Côte d'Ivoire. Il y a eu une coïncidence de dates qui se télescopent et qui, évidemment, donne à réfléchir. Alors, la situation à Madagascar, jusqu'à hier, on avait plutôt tendance à la rapprocher de celle du Maroc, avec le même phénomène, une jeunesse sur Internet qui se mobilise et qui défie le pouvoir. À Madagascar, c'est dans la journée. Ce matin encore, on ne pouvait même pas imaginer que les choses allaient se dérouler de cette manière. Le président a cru pouvoir sauver sa tête en lâchant du lest et en limogeant la totalité de son gouvernement, en disant en quelque sorte à cette jeunesse mobilisée, je vous ai compris. Ça n'a pas marché. Les ordres de répression n'ont pas été
respecté, si j'ai bien vu, hein, parce que il faut bien dire quand même que j'étais pendant toute la journée tout à l'organisation de notre édition spéciale sur la Côte d'Ivoire, ce qui fait que je n'ai pas suivi de très très près ce qui se passait à Madagascar, mais j'ai cru comprendre, sous réserve, hein, vous me corrigerez si je me trompe, que l'armée n'a pas voulu obtempérer, obéir aux ordres et en clair tirer dans la foule. Et donc le président Ange Razoel a été obligé de fuir. Alors, est-ce que ça va donner des ailes aux autres manifestants, aussi bien au Maroc que même, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire? On peut l'imaginer. Nous avions, nous-mêmes, sur ce plateau, traité de ce phénomène, de cette génération Z qui était en train de se mobiliser. On a même vu comment elle faisait, en passant notamment par le système Discord. Est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets au Maroc ou peut-être même en Côte d'Ivoire ou ailleurs? C'est toute la question. Et ça, évidemment, ça nous interpelle en ce 11 octobre. Alors, à Tounglan, c'est quand même assez important de voir que l'armée se range totalement derrière les manifestants. On voit que le politique est en train de perdre la main à Madagascar. Le président Ange Razoel, qui, selon les informations qu'on a reçues, est encore sur le territoire national, mais a quitté donc la capitale, est à deux doigts, on peut le soupçonner de perdre totalement la main sur son pays. Alors, je pense que ce qui est quand même étrange pour le cas, excusez-moi pour la voix, d'accord, pour le cas de M. Rajoel, il n'est pas d'une certaine génération. On l'oublie. M. Rajoel est arrivé dans des conditions, on dirait, un peu de la génération Z. Sauf qu'il n'avait pas Internet à une certaine ampleur. C'était à l'époque de Mac Ravalomanan. Oui. Mac Ravalomanan qui était contesté par la population parce que les Malgaches trouvaient qu'ils n'avaient pas les moyens les plus basiques. Et M. Rajoel, maire de Antananarive, a suivi le mouvement de révolte et a été plébiscité. D'accord? Ensuite, suite à l'élection, il a été élu. La génération Z, c'est 2002. 2002 jusqu'à 2025, officiellement, la génération Z. Une génération qui est vraiment focus sur tout ce qui est nouvelle technologie. En amont, on a, je ne sais pas si vous savez, le mouvement Luffy, qui est ce mouvement-là qui chapeaute un petit peu, d'accord, la Gen Z. Tout à l'heure, lors du passage de la vidéo, il y avait un drapeau qui était présenté. C'est une génération très alerte, très idéologiquement lancée sur les nouvelles technologies. On a vu avec le Népal, on a vu avec le Maroc, on a vu avec le Népal, on a vu avec le Maroc. Et aujourd'hui, Madagascar. Ce qui est intéressant, il y a eu dès le départ, d'abord, une compréhension de la part du pouvoir, d'accord, du pouvoir central, du pouvoir exécutif. Du fait de la jeunesse, vous pensez, d'Ange Razoel, il a 51 ans, il a été élu pour la première fois en 2018, il me semble. Oui. C'est quand même un dirigeant encore relativement jeune, si on le compare à d'autres dirigeants du continent. On parlait de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est cette jeunesse qui lui a permis au départ de comprendre, mais dans sa politique quand même, somme toute, d'être assez éloigné de... Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les raisons de la revendication sont des revendications basées sur encore, je dis bien encore, des besoins primaires, l'eau et l'électricité. Mais au-delà de l'eau et l'électricité, quand vous entendez, d'accord, les populations se plaindre, ils parlent d'une élite déconnectée des réalités malgaches. Pour le cas de Mac Ravalomanan, c'était des revendications sur le riz. C'était ça, c'était le riz. Là, c'est l'eau et l'électricité. Mais on a des jeunes qui considèrent que son élite politique est complètement déconnectée. Il y a 48 heures de cela, un Premier ministre a été proposé qui était un général de l'armée. Je ne sais pas si vous étiez au courant, au niveau de Madagascar. Et là, aujourd'hui, c'est l'armée qui, par une communication, se désolidarise du pouvoir central. Il faut savoir que cette génération Z, qui est une sorte de contagion, mais est une réalité. Il faut que l'exécutif, les pouvoirs, d'accord, appréhendent l'effet domino d'Internet. Aujourd'hui, il y a une énième voix qui revendique, qui est très entendue et qui est assez virale. Et
on a des cas d'école, on va revenir sur malheureusement le sujet que vous aviez évoqué. Vous constaterez les mesures répressives concernant Internet dans les pays tels que le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cela peut enfreindre cette traînée de poudre de génération Z, de génération Internet? Ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, à Madagascar, ils ont un point de plus par rapport au pouvoir central. Norbert, on constate et on observe très clairement qu'il y a un déphasage entre cette nouvelle génération ultra connectée et une ancienne génération qui a le pouvoir dans la plupart de nos pays africains et qui ne comprend pas les ressorts de la colère qui peuvent s'exprimer aussi sur les réseaux sociaux. Oui, Fabrice, à une notable exception près en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République, qui est donc de l'ancienne génération, qui a été au pouvoir de 2000 à 2011 et qui aujourd'hui est une véritable icône pour cette génération Z qui ne l'a pas connue. Ouais, alors comment expliquer cette contradiction? Moi, je ne sais pas si c'est une affaire d'âge, j'en suis pas certain, puisque Ange Razoel, lui aussi, il est très jeune. S'il n'est pas de la génération Z, il est de la génération Y. Hein, donc, c'est-à-dire celle qui a précédé. Et puis, il est chassé du pouvoir par les jeunes. Ces mêmes jeunes en Côte d'Ivoire qui adulent Laurent Gbagbo. Bon, donc je pense que notre réflexion ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on la continue et puis suivre très attentivement ce qui va se passer au Maroc. Oui. Et puis en Côte d'Ivoire, dans les 15 jours qui nous séparent du premier tour d'élection présidentielle. Le mot de la fin, Sam. Alors, très rapidement, ce qui est intéressant, le paradoxe. Très bel exemple, Norbert. Laurent Gbagbo et Rajoel. Mais ce qui est intéressant, Laurent Gbagbo est dans une posture d'opposant. C'est de comprendre l'effet et l'importance des nouvelles technologies. De façon classique, dans nos gouvernements, en Afrique, ministère de la Communication et du numérique. Est-ce que les gens appréhendent le numérique? Tout à l'heure, vous aviez donné un exemple, Fabrice, assez intéressant. 75% de la population ivoirienne est jeune. 75%. Est-ce qu'on étudie? Est-ce qu'on regarde les spécificités? Est-ce qu'on étudie? Est-ce qu'on appréhende sur les besoins? C'est cela. Est-ce qu'il faut forcément faire de la répression pour ne pas qu'on utilise Internet, ou plutôt faire de la pédagogie et peut-être s'exprimer plus sur Internet? J'aimerais terminer sur ces mots de fin. Un dernier mot, Norbert? Oui, moi ça me rappelle une chanson d'Alain Souchon, cette foule sentimentale qui a soif d'idéal. Avec Laurent Voulzy. Oui, absolument. Et quand ces jeunes veulent un idéal, ils vont le trouver là où précisément il est. À Madagascar, manifestement, il n'était pas présent. En Côte d'Ivoire, ces jeunes qui se réclament de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils admirent chez ce doyen? C'est son parcours, ce qu'il a souffert, qui a été incriminé devant la Cour pénale internationale et qui est ressorti grandi de cette épreuve qu'on lui a fait subir. Ces jeunes, ils ont soif d'idéal. Oui, ça, je crois que la chanson... mais si on pouvait la passer, ça serait le moment. On ne l'a pas, Norbert, on ne l'a pas. Fabrice, permettez juste une petite dédicace à quelqu'un qui est enfermé. Ibrahim Zighi, oui. Des Patriotes 2.0. Patriote 2.0, faisant entrer à la technologie. Juste un coucou s'il me regarde au niveau du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà. En tout cas, on continue de suivre avec beaucoup d'attention la situation à Madagascar, où l'armée semble donc avoir rejoint et s'être rangée derrière les manifestants. On a également une réaction d'un colonel, le colonel Michael Randrianirina, qui a déclaré que le pouvoir, les autorités, le régime, appelez-le comme vous voulez, devraient quitter le pouvoir. La situation va donc s'accélérer dans les prochains jours, les prochaines heures même à Madagascar. On continue de suivre, tout comme la situation en Côte d'Ivoire, évidemment, qui sera toujours traitée avec attention sur ce plateau de Décrypter l'Afrique. Norbert veut rajouter un mot. Oui, merci Fabrice. Merci. Parce que de nous trois, vous deux, vous êtes de la génération qui parle à cette génération Z. Vous en faites partie. Et je trouve que, je tiens à le dire, je tiens à le souligner auprès de nos internautes, tu t'en es sorti avec maestria, et pourtant ça n'était pas facile. Nous sommes en direct,
Nous avons fait ça comme nous avons pu et nous en sommes très fiers. Merci à vous. Merci Norbert, merci Sam Fabrice, pour ce infiniment. tout premier direct de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Merci aux équipes en régie, Ayoub, Mélissa, Amine et Karim. Merci à vous de nous avoir regardés et à bientôt pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.